En l'année 2023, Roy Rosselló, un ancien membre de l'emblématique groupe Menudo, d'où sont sortis des artistes renommés comme Ricky Martin, a fait des déclarations explosives. Des déclarations qui obligent non seulement à revoir de vieilles histoires liées au célèbre groupe portoricain, mais qui pourraient finir par rouvrir l'un des cas de meurtre les plus médiatisés des États-Unis. La raison simple. L'ancien Menudo a dénoncé qu'alors qu'il était mineur et se préparait à réussir, un haut responsable de RCA Records avait abusé de lui. Et pas une fois, mais à plusieurs reprises. L'agresseur en question ne serait autre que José Menendez, dont le meurtre, ainsi que celui de sa femme, a fait les gros titres dans les années 90. Pendant des années, les médias se sont régalés en couvrant les détails de cet événement perturbant. Et ce n'est pas pour rien, il avait tous les ingrédients pour devenir le plat principal du morbide à ce moment-là. Premièrement et surtout, il s'agissait d'un meurtre commis à Beverly Hills, un quartier privé exclusif, de ceux qui, au dénouement, révèlent que les apparences les sont trompeuses. Deuxièmement, les coupables du crime n'étaient autres que les propres fils de l'homme d'affaires. Oui, au sein de la dynamique interne de l'une de ces familles aisées qui semblent parfaites pour l'environnement, il semblait y avoir des secrets sordides et des affaires en suspens. C'était, en définitive, un cas qui avait tout le potentiel pour séduire les citoyens, et il l'a fait. Cependant, le procès, les condamnations et ce qui se passerait ensuite laisseraient un goût amer. Aujourd'hui, près de 30 ans après ce point final, et grâce à ce que Roy Rosselló a raconté dans le documentaire Menendez plus Menudo Boys Betrayed, le cas menace de se rouvrir et de présenter un tournant inattendu. Mais ne nous précipitons pas. Pour comprendre ce qui s'est passé, commençons par le début. Soyez les bienvenus dans le sombre cas des frères Menendez. Si ce sujet vous intéresse, laissez votre like. Si cette vidéo dépasse les 7000 likes, je ferai une autre vidéo dessus. Nous ferons une deuxième partie montrant tout ce qui est resté dehors, car il y a beaucoup de matériel à montrer. Ce que nous avons fait, c'est choisir des vidéos qui sont 100% réelles et vérifiées. De nos jours, il devient de plus en plus facile d'éditer des vidéos et d'utiliser l'intelligence artificielle à notre avantage pour réaliser des vidéos totalement professionnelles. Le meilleur programme pour réaliser ces éditions, c'est évidemment Wondershare Filmora. Wondershare Filmora est le programme le plus complet pour les personnes qui commencent tout juste à éditer. En peu de temps, il nous permet d'éditer des vidéos de manière 100% professionnelle, en utilisant les outils d'intelligence artificielle qu'il met à disposition. Par exemple, l'outil de sous-titrage automatique. En un seul clic, vous pourrez sous-titrer toute votre vidéo de manière complètement automatisée et la télécharger sur YouTube, TikTok, Instagram ou où vous voulez, augmentant ainsi les visualisations. Si vous souhaitez ajouter de la musique à votre vidéo sans utiliser une chanson connue pour éviter les problèmes de droit d'auteur, Filmora vous permet de créer avec l'intelligence artificielle la chanson que vous voulez instantanément, de même avec les images. Il dispose d'un outil de création d'images avec intelligence artificielle. Créez instantanément la photo, le dessin ou l'image souhaitée pour illustrer votre vidéo. Quand vous ne trouvez pas de vidéo ou de photo de ce dont vous parlez, si vous n'aimez pas l'arrière-plan de votre vidéo, vous pourrez vous découper en quelques secondes en utilisant l'outil de masque et changer l'arrière-plan et mettre celui que vous voulez. Tout cela et plus encore, comme supprimer les silences de votre vidéo ou séparer la musique de la voix si la vidéo a été préenregistrée. Ainsi, vous pourrez le faire de manière super facile en utilisant l'outil de copilote d'édition. Vous pourrez même créer des scénarios avec l'intelligence artificielle si l'écriture n'est pas votre point fort. Pour ces raisons, Filmora est le programme leader en matière d'édition utilisant l'intelligence artificielle. Le lien pour le télécharger se trouve ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Je vous invite donc à le télécharger, l'utiliser et me dire ensuite comment ça s'est passé. Commençons. La famille parfaite. Beverly Hills est une ville de Los Angeles qui a une particularité. Elle est remplie de manoirs, voir les propriétés qui y sont érigées est impressionnant. Il s'agit de grandes propriétés avec des bâtiments extravagants, de bon goût et luxueux. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, de nombreuses stars du spectacle vivent ou ont vécu dans la région. Mais ces manoirs ne sont pas seulement occupés par de grands emblèmes du rock ou du cinéma, ils sont également occupés par ceux qui se consacrent à l'art, mais qui sont généralement en coulisses. Nous parlons de producteurs prestigieux et de réalisateurs,
et c'est d'une personne liée à ce dernier groupe dont nous allons parler. Dans une maison évaluée à 5 millions de dollars, qui avait auparavant été louée par des figures de la stature de Prince ou Elton John, vivait José Menendez. José Menendez était né à Cuba et s'était installé aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Il ne tarda pas à se lier au monde de la musique et réussirait à se couronner en tant qu'exécutif reconnu qui finirait par présider la division des disques de la société RCA. Dans son catalogue figurèrent de nombreux hommes et femmes qui, avec le temps, se sont fait des milliers de fans à travers le monde. Mais peut-être le plus grand succès obtenu par José pendant ses années avec l'entreprise s'est produit avec le déjà mentionné Menudo, un groupe formé d'adolescents âgés de 13 à 16 ans. Fondé en 1977, Menudo a été créé par le producteur Edgardo Diaz, qui, après avoir fait partie de la mise en œuvre d'un groupe similaire en Espagne, n'a pas hésité à apporter l'expérience à son Porto Rico natal. Qu'espérait-il? Un succès qu'a-t-il obtenu? Beaucoup plus que ça, Menudo marquerait un avant et un après. Et quand José a eu la possibilité d'entrer dans l'entreprise, il ne l'a pas gaspillé. L'homme a été dans le projet jusqu'en 1988, un temps qui lui a largement suffi pour se remplir de billets. Nous ne pourrions pas savoir combien ces jeunes ont rapporté à l'entrepreneur avide. Mais il est clair que c'était suffisant pour que l'homme puisse acheter l'énorme propriété de 850 mètres carrés dont nous parlions. José avait aussi acheté des voitures de luxe et voyageait régulièrement dans le monde entier. Parfois, il allait seul, parfois avec des partenaires et très souvent avec sa famille, qui était complétée par sa femme, Kitty, et ses deux fils, Lyle et Eric Joseph. Lyle Menendez était né le 10 janvier 1968 et Eric Galen Menendez le 27 novembre 1970. Dès leur plus jeune âge, ils se sont habitués aux meilleures écoles, aux sorties exclusives et à tout un monde de privilèges qui les a rendus insatiables plus tôt que tard. Prêts à ce que Lyle et Eric puissent profiter des avantages de leur position, les parents ont payé les meilleurs professeurs privés et les ont présentés très jeunes à des personnes influentes. Généralement, quand les choses se déroulent ainsi, deux issues possibles se profilent. L'enfant en question utilise tout ce à quoi il peut accéder, et à un âge record, il génère déjà autant de millions que ses parents, dans une entreprise avant-gardiste. Ou les choses se dénaturent à tel point que l'enfant gâté devient un narcissique sans scrupules qui se croit propriétaire de tout et se consacre à vivre du flux monétaire de la famille. Lyle et Eric appartenaient sans aucun doute au deuxième groupe et comme leurs parents le rêvaient, ils finiraient par être célèbres, mais de la manière la plus terrible. Quelque chose d'étrange se passe à la maison. Lyle avait été suspendu de la prestigieuse université de Princeton pour avoir triché lors d'un examen, tandis qu'Eric accumulait des restes pour des vols mineurs dans la ville de Calabasas. Oui, des vols, volant une personne de son niveau économique. Il n'y avait aucune raison. Ils le faisaient simplement par impunité, et parce que leur vice les menait à une chaîne qui n'allait plus se terminer. Le déchaînement les avait mis en difficulté à plusieurs reprises. Et ce n'était pas quelquefois où, pour ne pas mesurer les conséquences, ils avaient été surpris dans des situations compromettantes. En fait, on sait aujourd'hui pourquoi ils n'avaient pas fini en prison auparavant. Et oui, évidemment, leur nom de famille et l'argent ont beaucoup joué. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, leur mère a cessé de les traiter comme de jeunes innocents qui avaient peut-être un petit problème de maîtrise de soi pour se montrer un peu plus inquiètes. Quand la femme a constaté que cela ne semblait pas être une phase typique de rébellion qui allait tôt ou tard prendre fin, elle a commencé à mentionner à son entourage qu'elle était mal à l'aise avec l'attitude de ses enfants. Elle est allée un peu plus loin lorsqu'elle a dit à son psychiatre, sans détour, qu'elle avait peur que Lyle et Eric soient des sociopathes. On savait aussi qu'elle gardait un fusil de chasse dans son placard, mais était-ce par méfiance envers ces garçons qu'elle avait mis au monde et qu'elle ne reconnaissait plus maintenant? On ne le saura jamais en réalité. José, quant à lui, avait tendance à adopter une position plus décontractée. Nous étions à la fin des années 80 et l'homme rêvait encore de signer de nouveaux contrats juteux. Il était au sommet de sa carrière, mais savait qu'il était encore jeune. Il était sûr qu'il allait laisser une énorme empreinte. Il ne s'imaginait pas bien sûr que ce plan allait être interrompu bientôt. Il était tellement absorbé par ces questions qu'il avait l'habitude de laisser le système d'alarme de la maison éteint, il entrait et sortait en laissant les portes ouvertes par distraction. On lui a même volé une nouvelle Mercedes-Benz qu'il avait laissée allumée avec les clés dessus. Il y a ceux qui disent que c'était ses attitudes de José,
et non les farces de ses enfants, qui avaient réellement éveillé la paranoïa de Kitty, qui ne pouvait plus dormir la nuit. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de chacun d'eux? Il n'est pas possible de le savoir, bien que nous puissions affirmer qu'à un certain moment, leurs pensées se sont brusquement interrompues. Plus précisément, le 20 mars 1989. Ce jour-là, l'américano-cubain José Menendez et sa femme Kitty seraient criblés de balles et tombèrent sur les carreaux coûteux de leur manoir. Eric et Lyle, qui avaient alors 18 et 21 ans respectivement, ont appelé la police désespérément. Ils ont dit qu'ils avaient découvert le massacre en rentrant d'un film. La police n'a pas tardé à boucler la zone, tout comme les médias n'ont pas tardé à se présenter. Et les détectives habitués à du sang frais à ces latitudes? Cela ne pouvait être qu'une affaire liée à la mafia ou à des règlements de compte. De nombreuses personnes puissantes liées aux Menendez ont commencé à être interrogées. Les derniers mouvements bancaires des défunts et leurs agendas ont été retracés. Les autopsies ont déterminé qu'après leur avoir tiré dans la tête, lui ou les agresseurs avaient tiré dans d'autres parties du corps. Une attitude possiblement liée à un code secret que certaines organisations criminelles laissaient habituellement. Les visages de José et Kitty étaient devenus méconnaissables et tous ceux qui ont visité la scène étaient d'accord sur la brutalité de celle-ci. Les Menendez étaient-ils morts pour laisser un rappel à une autre personne? Que se passait-il? Bien que les enfants du couple aient eu un alibi, ils n'ont pas échappé à devoir faire une déclaration. Ils ont répété dans celle-ci ce qu'ils avaient déjà dit auparavant. La nuit du crime, ils avaient vu le 16e volet de la saga James Bond, l'agent 007. Elle s'appelait Licence pour tuer. D'autres fuites disent qu'en réalité, ils sont allés voir le mythique Batman de Tim Burton. La situation était confuse. Après avoir quitté la salle, ils s'étaient rendus à la maison familiale où ils ont découvert un bain de sang horrifiant. Faute de preuves discréditant les propos d'Eric et Lake, ils ont été libérés. La recherche de caméras de sécurité s'est avérée infructueuse. Comme nous l'avons dit, il était de notoriété publique que José était très négligent. En peu de temps, les enquêteurs n'avaient plus de pistes à explorer. Chaque petit détail les avait ramenés au point d'origine ou à une impasse. Bien que personne ne voulait se résigner à laisser l'affaire inachevée, il y avait aussi une réalité dont les membres de la force de sécurité étaient conscients. Beaucoup des homicides commis sur des personnes de haut profil étaient généralement exécutés par des professionnels qui étaient très bons pour effacer les traces. Ce qui est arrivé à José et à sa femme semblait avoir ses nuances, et peut-être que tout aurait été laissé là, et aujourd'hui nous parlerions d'un énorme mystère non résolu. Mais alors il s'est avéré qu'Eric et Lyle, qui s'étaient déjà débarrassés de l'œil accusateur, étaient de nouveau sous les projecteurs. Un bref aperçu du compte familial montrait clairement qu'en quelques mois, les deux jeunes avaient dilapidé une grande partie de la fortune que leurs parents géraient auparavant. Avaient-ils fait des investissements pour protéger l'argent qui leur revenait maintenant par héritage? La réalité est que non, bien au contraire. Eric et Lyle ont commencé une série de dépenses exorbitantes. Des vêtements chers, des Rolex, des croisières, des voyages en Europe et dans les Caraïbes, des dîners dans les meilleurs endroits, des voitures neuves. Loin de traverser un deuil, les garçons semblaient toucher le ciel avec leurs mains. À ce stade, les eaux se sont divisées. Certains disaient que les frères avaient toujours été frivoles et matérialistes, que personne ne devrait être surpris par leur manque de tact lorsqu'il s'agit de montrer du respect pour leurs parents récemment assassinés. D'autres ont même soutenu que ceux qui regardèrent de travers étaient en réalité pécheurs d'envie. Qu'y avait-il de mal à ce que deux jeunes personnes, à qui on avait confié la gestion de beaucoup d'argent, décident de se livrer au plaisir? Un troisième groupe a cru que l'absence d'empathie d'Eric et Lyle ne pouvait pas être ignorée. Cela pourrait être le symptôme de quelque chose de plus grave. Les frères ont choisi de laisser chacun tirer ses propres conclusions et ont choisi le silence. Après tout, et comme cela avait été prouvé, peu importe ce qu'ils disaient, ils n'avaient aucune preuve les reliant à la scène du meurtre. Ils finiraient cependant par parler. À un certain moment, un psychologue connu sous le nom de Docteur au ciel entrerait dans cette histoire. Ce que cet homme dirait changerait le cours des événements. Nuit du meurtre. Les choses se sont passées plus ou moins ainsi. Le Docteur au ciel avait l'habitude de s'occuper d'Eric, qui lors d'une séance avait fini par avouer que lui et son frère avaient été chargés de tuer leurs parents. Pourquoi l'avait-il dit ? Parce qu'il se sentait accablé ou parce qu'il flirtait avec les limites et voulait voir jusqu'où il pouvait aller en s'en tirant.
La vérité est que ces mots ont laissé le docteur Osiel terrifié, mais aussi confus avec un dilemme. Devait-il se tourner vers les autorités ou devait-il prioriser la santé mentale de son patient? Le dilemme s'est résolu rapidement quand, quelques heures après qu'Eric lui ait tout déballé, lui et son frère sont revenus à son cabinet pour lui faire savoir que s'il ouvrait la bouche, ils allaient en finir avec lui. Cette menace, mettant sa vie en péril, le délivrait de ses devoirs professionnels. Et cela a permis au docteur Osiel de courir vers le premier poste de police qui se trouvait sur son chemin. C'est ce que dit une version des faits. L'autre version dit qu'Osiel a tout raconté à sa secrétaire, qui était aussi sa maîtresse, et elle s'est tournée vers la justice. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, le docteur Osiel est devenu une figure d'une importance vitale pour la cause. Et les procureurs n'ont pas tardé à surprendre les frères, qui ont rapidement été maîtrisés et emmenés derrière les barreaux. Avec ces nouvelles informations et une certitude plus concrète de l'heure à laquelle les meurtres ont été commis, les anciens indices disponibles jusqu'à présent ont été réexaminés. Et plus tôt que tard, une chronologie des événements a pu être élaborée. Selon cette nouvelle version, après une longue journée de navigation, José et Kitty étaient dans leur salon en train de regarder un film. Leurs enfants étaient entrés silencieusement et les avaient liquidés en utilisant des fusils de chasse qu'ils avaient ensuite jetés quelque part sur Mulholland Drive. Ensuite, ils étaient allés au cinéma pour inventer un alibi. Les plus sceptiques se sont fait entendre immédiatement. Et si tout était une mise en scène pour impliquer les enfants du mariage dans quelque chose qu'ils n'avaient pas fait, dans le seul but de finir de ruiner toute une famille? Quels que soient les efforts de leurs avocats pour s'y opposer, Eric Kilail a été arrêté en 1990, marquant le début d'une longue série de procédures judiciaires. Le 8 décembre 1992, ils ont été formellement accusés du meurtre de leurs parents. Un procès approchait qui marquerait un avant et un après pour l'affaire, mais aussi pour la société dans son ensemble. Le procès a débuté en 1993 et fut l'un des premiers télédiffusés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il finirait par attirer l'attention de dizaines de millions de téléspectateurs qui s'asseyaient quotidiennement devant leurs écrans pour prendre note de ce que disait chacun des participants. Ainsi, au fil des jours, chacun avait forgé sa propre opinion sur ce qui s'était passé. Mais en général, il y avait deux théories. La première était celle soutenue par le parquet, qui a basé son accusation sur le fait que les frères avaient commis le meurtre de manière préméditée, pour hériter de la fortune de leurs parents, estimée à 14 millions de dollars. L'autre avait à voir avec ce que Eric et Lyle avaient dit. Les jeunes, malgré ce que beaucoup avaient spéculé, ont immédiatement assumé qu'ils avaient été chargés d'appuyer à plusieurs reprises sur les gâchettes. Cependant, ils avaient une excuse pour cela. Ils n'étaient pas intéressés par l'argent, ils l'avaient fait par vengeance. Lorsqu'ils ont été interrogés, tous deux séparément avaient raconté la même histoire. Leur père les avait abusés pendant des années et ils avaient donc décidé de lui ôter la vie pour préserver leur propre santé mentale. Ils avaient ensuite tué leur mère pour avoir couvert l'homme. Ils ont même dit que José les menaçait. Il leur avait dit que s'il apprenait un jour qu'ils le dénonçaient, il trouverait un moyen de les faire disparaître de la surface de la terre. Ils ont été très explicites sur la façon dont l'autre les humiliait, sur les choses qu'il leur faisait et leur disait, sur la façon dont il avait réussi à les manipuler pendant des années. Selon la défense, la peur traînée pendant des années avait fait des ravages sur la santé mentale des frères. Est-ce que cela avait du sens? Y avait-il des preuves de ce que disaient les frères? Peu. Parmi ces lettres, celle d'Eric Menendez à son cousin Andy Cano se distinguait. En décembre 1988, 8 mois avant le crime. Dans ce message, Eric avouait « J'ai essayé d'éviter papa, c'est toujours en cours, Andy, mais maintenant c'est pire pour moi. Chaque nuit, je reste à penser qu'il pourrait entrer dans ma chambre, j'ai peur, il est fou. Il m'a averti 100 fois de ne le dire à personne. » Surtout à Lyle Cano, qui a subi une overdose involontaire et est décédée en 2003. Elle avait témoigné qu'Eric, à l'âge de 13 ans, lui avait révélé que son père abusait sexuellement de lui et lui faisait des massages génitaux. Mais les procureurs ont suggéré que son témoignage manquait de véracité. Comme nous l'avons mentionné, certains membres du jury ont cru les frères, tandis que d'autres ont continué à adhérer à l'argument des procureurs. Il y avait tellement de doutes qu'il était impossible de tirer des conclusions. Dans les rues, tout comme dans les tribunaux, certains voyèrent les frères comme des victimes et d'autres comme des menteurs pathologiques. Ne parvenant pas à s'entendre sur le verdict, qui oscillait entre homicide involontaire et meurtre, le premier procès a été déclaré nul.
Une nouvelle date de procès a vite été établie, avec des instructions précises du juge cette fois-ci. Il ne voulait pas de caméras dans la salle, il pensait que les caméras mettaient beaucoup de pression sur le jury, qui se sentait observé par les citoyens qui suivaient l'événement à la télévision. Cette pression, selon le juge, les empêchait d'être totalement objectifs. Polémique. La demande a été satisfaite, tout en limitant les témoignages et les preuves que la défense utilisait sur la dynamique prétendument abusive de José Menendez. Dans ce second procès, la défense a rencontré les mêmes difficultés, sans témoins pour corroborer les abus physiques. Ils étaient dans une situation défavorable. Cependant, le coup de grâce est arrivé lorsque le juge a écarté la possibilité de prononcer un homicide involontaire sur la base des abus présumés. Cela a obligé le jury à choisir entre seulement deux options, condamner les accusés pour meurtre ou les déclarer innocents et les libérer. Ces nouvelles règles ont changé les perspectives du procès et ont fait que le 18 avril 1996, Lyle et Eric ont fini par être condamnés pour meurtre. La condamnation ? Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ? L'impact a été total. Certains ont célébré, d'autres ont nié, convaincus qu'une énorme injustice était en train de se produire, peut-être gérée par des complices de José Menendez, qui préféraient que le passé ne soit pas remué. Un autre détail à noter. Vous rappelez-vous du docteur Rosiel, celui qui est devenu essentiel pour monter toute l'affaire? Bien, en 1997, il a perdu sa licence de psychologie après avoir été accusé d'avoir enfreint les règles professionnelles et d'avoir eu des relations avec des patientes. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il divulguait du contenu délicat. Son ancienne secrétaire et amante l'accuserait plus tard d'être une personne habile à manipuler et à instaurer de faux souvenirs chez les gens. D'une manière ou d'une autre, après la première semaine, l'affaire qui avait tant mobilisé les passions de tous a quitté les gros titres et de nouvelles nouvelles sont venues la remplacer. Cependant, Eric et Lyle ne se lasseraient pas de plaider pour leur liberté, et il faudrait presque 30 ans avant qu'ils ne soient à nouveau entendus. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Tout en déposant des appels et en demandant de nombreuses ressources juridiques, les frères Menendez ont continué à vivre dans des prisons de haute sécurité et se sont construits une vie derrière les barreaux. En janvier 1997, Lyle s'est marié avec une amie par correspondance, avec qui il entretenait une relation postale depuis longtemps. Le mariage a pris fin, selon les rapports, en moins d'1 an, précisément après que la fille a découvert que Lyle la trompait avec une autre femme, avec qui il correspondait également, cette fille. La troisième personne en désaccord était Rebecca Sneed, éditrice de magazine. Il l'épouserait en novembre 2003, lors d'une cérémonie dans la zone de visite de la prison de haute sécurité de Mule Creek State Prison. Quant à Eric, il s'est marié par téléphone à la prison d'État de Folsom en 1997, en juin de 1999. Après avoir atteint 28 ans, le sujet s'est remarié avec Ruth Tammy Sakoman, âgée de 37 ans, à la prison d'État de Folsom, dans une salle d'attente de la prison. Ce n'est qu'en 2018 que les frères ont réussi à être transférés ensemble dans la même prison à San Diego, leur permettant ainsi de partager leur quotidien. Pour la première fois après tant de temps. Se retrouver a également été pour eux l'occasion de voir leur affaire prendre des tournures inattendues. Leur avocat, Cliff Garner, assure avoir de nouvelles preuves qui soutiennent les versions de ses clients. Gartner soutient que si ces preuves avaient été prises en compte, les Menendez auraient dû être condamnés pour homicide involontaire plutôt que pour meurtre prémédité, ce qui aurait abouti à une peine plus légère. L'atout majeur de la défense n'est autre que la déclaration de l'ancien membre de Menudo, Roy Rosello, qui a affirmé qu'à seulement 15 ans. José Menendez et un autre producteur acclamé lui ont donné des boissons alcoolisées pour ensuite abuser de lui. Le témoignage de Rosello a conduit l'avocat à présenter en mai 2023 une demande d'habeas corpus demandant l'annulation des condamnations, en considérant que ces nouvelles preuves sont suffisamment solides et pertinentes. Si cela se concrétise, il reviendra au bureau du procureur du comté de Los Angeles de décider si les frères Menendez doivent être jugés à nouveau ou non. En attendant, Lyle et Eric patientent en prison. D'après les fuites, ils sont heureux et optimistes. Ils ont hâte que les gens les voient comme ce qu'ils prétendent être, des victimes. Découvrirons-nous après tant de temps que deux individus que l'on a catalogués comme des monstres n'ont en réalité jamais menti sur les raisons de leurs actions? Si c'est le cas, ne sommes-nous pas confrontés à des questions plus sombres? Qui d'autre connaissait les actions perverses de Menendez? Qui d'autre est derrière ce réseau inquiétant?
si Menendez, déjà mort, finit par être découvert comme un vil pédophile? Ne serait-il pas temps de commencer à fouiller plus intensément dans le passé de tous ces producteurs de l'industrie du divertissement qui travaillent habituellement avec des mineurs? Et pire encore, si les mineurs prouvaient qu'ils disaient la vérité tout le temps. Cela ne nous met-il pas en perspective qu'il pourrait y avoir des milliers d'autres cas similaires où les plus puissants ont réussi à enfermer ceux qui ne devraient pas vraiment y être?